Les mathématiques pour les marchés de l'assurance, de l'énergie, de la finance existent depuis très très longtemps. Elles ont connu un développement extraordinaire dans les années 80 avec l'ouverture des marchés dérivés en France, le Matif, le Monef ensuite, et puis etc. etc. Ensuite, plusieurs crises financières, dont la dernière, qui a été très violente, dont on subit encore les conséquences, et durant laquelle plusieurs observateurs ont remis en cause le rôle des mathématiques et le rôle de la modélisation mathématique là-dedans. Plusieurs mathématiciens, dont je fais partie, ont été accusés de produire des gens irresponsables qui mènent à la ruine la planète. Bon, Marc Yor, éminent mathématicien qui nous a quittés il y a 3 ans, qui a contribué au développement extraordinaire des probabilités et des processus stochastiques en France et dans le monde, qui nous a quittés il y a 3 ans, répondait à ces critiques, les critiques qui venaient d'autres mathématiciens. Donc on est critiqué à la fois par le grand public et aussi par nos collègues mathématiciens qui voient d'un mauvais œil l'implication des maths dans la finance. Marc Yor avait répondu « Que seraient les marchés sans les mathématiques ?» Que seraient les marchés sans les mathématiques? Donc voilà. Bon, bien sûr, il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Les modèles ont été clairement insuffisants, mais ça, on a l'habitude, en maths, on a toujours plusieurs trains de retard. Mais il faut, évidemment, pour avancer, il faut subir la critique et réfléchir sur comment est-ce qu'on peut faire pour s'adapter aux problématiques qui nous sont posées. Et il y a une insuffisance des modèles qui a apparu clairement, c'est le fait que les modèles ne prenaient pas en compte les interactions. Et ça, c'est vrai que c'est problématique, parce que quand on pense marché, un marché par définition, c'est la rencontre d'acheteurs et de vendeurs. Et un prix, qu'est-ce que c'est? C'est dans un marché, quel que soit le marché, un prix, c'est l'interaction entre un acheteur et un vendeur. Donc si on ne prend pas en compte comment est-ce que ces gens-là vont se rencontrer et comment est-ce qu'ils vont faire affaire, bon, c'est vrai que c'est insuffisant, mais il est vrai qu'un modèle est fait pour simplifier la réalité, pour donner les effets saillants d'un certain phénomène. Et du coup, en cherchant la simplicité, les gens ont construit des modèles qui ne prennent pas en compte les interactions. Mais du coup, le revers de la médaille, c'est que la dernière crise, comme je disais, on a mal compris ce qui pouvait se passer dans les phénomènes de risque systémique, la contagion des défauts, etc. Bon, je vais vous parler, du coup, j'ai choisi quand on m'a demandé de parler au jeudi de l'X, j'ai choisi de parler des interactions. Comment est-ce qu'on peut modéliser des interactions avec les mathématiques? Bien sûr, c'est un sujet qui est très ancien. Là, ça a été trop vite. Qui est très ancien, l'interaction dans l'infiniment grand. Ça a été étudié par les physiciens, par les mathématiciens, mais aussi dans l'infiniment petit. Ici, vous avez une simulation dans le domaine de la cinétique des gaz. C'est l'équation de Boltzmann. Donc, c'est très ancien. Et pourtant, la démonstration rigoureuse d'existence de solutions à l'équation de Boltzmann, c'est quelque chose d'assez récent, c'est les années 80, c'est Pierre Williams, médaille Fields, qui est au Collège de France et qui est aussi professeur à l'École Polytechnique dans le département de mathématiques appliquées. Donc c'est finalement, comme je disais tout à l'heure, les mathématiques ont plusieurs trains de retard, c'est des choses qui existent depuis très très longtemps, mais la démonstration rigoureuse est très récente en fait. On reviendra à Pierre Williams parce que des interactions comme celle-là, il va continuer à travailler sur les interactions. Alors maintenant, on commence à arriver, on parle des marchés, donc c'est des humains, on commence à arriver aux humains. Donc là, vous avez un autre type d'interaction, c'est la Ola, l'onde mexicaine. Alors on peut se demander ici, effectivement, on s'approche des humains, mais est-ce que vraiment, dans ce cadre, dans un stade, est-ce qu'il s'agit vraiment d'humains qui réfléchissent? Mais bon, c'est quand même des interactions. Et puis, voilà, là maintenant ça devient sérieux. Là c'est Wall Street. Là maintenant on parle de gros sous, comme on dit. Et donc là c'est non seulement on réfléchit, mais on se dote de tous les outils technologiques, tous les outils techniques possibles pour être le plus performant possible. Là on ne peut pas se permettre de perdre. Donc là c'est des interactions d'un nouveau type. Donc ce que je voulais mettre en valeur avec ces exemples, pour commencer, c'est de dire que les interactions dans le domaine socio-économique sont très très différentes des interactions qui ont été étudiées dans les domaines
traditionnelles, les applications des mathématiques dans la physique, etc. Dans le sens où, dans les interactions physiques, les phénomènes qui vont se passer selon les lois de la mécanique, attraction, répulsion, collision. Dans le stade tout à l'heure, c'était du mimétisme. Donc là, on commence à arriver aux humains qui ne réfléchissent pas trop, mais qui arrivent quand même à se suivre les uns les autres. Dans le domaine socio-économique, les choses sont différentes. On a effectivement des particules, des agents, des personnes, maintenant on les appelle comme on veut, qui vont se rencontrer, mais qui vont avoir la capacité de réfléchir, qui vont avoir la capacité d'avoir des stratégies, de répondre aux stratégies des autres. Donc là, les phénomènes deviennent plus complexes. Hein. C'est beaucoup plus complexe que juste des sphères dures, dans le modèle des gaz de tout à l'heure, qui font des collisions complètement élastiques, soit entre elles, soit contre les parois, et puis voilà, à la fin, on obtient un phénomène. Maintenant, on a des agents économiques qui réfléchissent et qui sont stratégiques et qui répondent, encore une fois, aux stratégies des autres et dans un monde où il y a beaucoup d'interactions. Donc c'est notre sujet, les interactions socio-économiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça? Tout ceci est doublé de la difficulté bien connue de la modélisation dans le domaine socio-économique. C'est que, contrairement à la physique, on n'a pas de loi universelle. Qu'est-ce que c'est qu'une loi universelle dans les marchés? Donc la part de la modélisation est très très large dans ces domaines-là. Et donc évidemment, à chaque fois qu'on a un modèle et qu'on a un résultat qui sort d'un modèle, il faut tout le temps apprécier le résultat en fonction du cadre d'hypothèse dans lequel on a construit le modèle. Si on oublie le cadre d'hypothèse, on a tout raté. Hein. Donc c'est une difficulté supplémentaire par rapport au domaine traditionnel donc de la physique. L'expérience est très très coûteuse, voire impossible. On ne peut pas faire des expériences à pression constante ou à température constante. En économie, l'expérience, effectivement, il y a des expériences en ce moment. Quand on parle de haute fréquence, par exemple, sur les marchés haute fréquence, il y a des expériences au Japon pour contrôler les marchés de haute fréquence par la taille du tick. Hein, c'est-à-dire la taille de la grille de cotation des prix sur les marchés. Donc on pense que si la grille est plus épaisse, il y aura moins de transactions. Donc on va arriver à freiner la haute fréquence. Si la grille est très fine, là on a plus de latitude et on va pouvoir trader plus rapidement. Et donc au Japon et aux Pays-Bas, il me semble, on a mis en place des expériences, c'est-à-dire qu'on a décidé un jour d'augmenter le tick et de regarder qu'est-ce qui se passe pendant les 6 mois à venir. Bon, évidemment, vous imaginez, on va augmenter, après on va diminuer, après on va augmenter, c'est quand même... Donc là, on a vraiment besoin de modélisation, on a besoin de construire des modèles qui nous disent quel serait un tick optimal, toujours dans le cadre de certaines hypothèses. Hein. Et alors c'est un domaine, Patrick en parlait tout à l'heure, où on a aussi les interactions virtuelles à travers des technologies nouvelles. Donc on entend beaucoup parler, même dans les médias, de small world. C'est-à-dire que maintenant les interactions, ce n'est pas seulement entre des particules qui se touchent, ce n'est pas seulement les sphères dures qui se touchent. Les interactions, ça peut être aussi parce que sur Facebook, il y a une communication avec quelqu'un qui est de l'autre côté de la planète. Donc c'est vraiment ce phénomène de small world. Les interactions peuvent se passer à n'importe quelle échelle. Donc ça pose des nouvelles questions. Et puis évidemment, abondance des données. Hein. Bon, bah, ça, c'est pas spécifique au domaine des marchés, hein, mais c'est vraiment très frappant aujourd'hui, les données partout sur l'Internet, sur la surveillance, tout ça, c'est des données partout et ça devient un enjeu très très important d'avoir des mathématiques qui permettent d'aborder ce genre de questions. Bien. Je vais parler plus précisément d'un certain type d'interaction. Je vais mettre le projecteur sur un certain type d'interaction, donc ce qu'a décrit tout à l'heure Patrick, le problème de risque moral. Donc, qu'est-ce que c'est que le problème de risque moral? Donc là, vous avez la définition. Hein. C'est la possibilité pour un agent, une personne, hein, c'est la possibilité pour un agent de tirer profit d'une situation qui ne lui coûte rien. Hein. Donc, vous avez la possibilité de gagner de l'argent ou de tirer profit d'une façon ou d'une autre de quelque chose dont vous ne subissez pas les conséquences. C'est le hasard moral. Donc c'est une notion qui existe depuis très longtemps. Hein. Adam Smith déjà avait identifié le risque moral comme un risque majeur en économie. Alors, entre parenthèses, en anglais, la traduction de risque moral, c'est moral hazard. Et c'est souvent traduit par hasard moral, qui n'est pas correct, c'est vraiment risque moral. Et d'ailleurs, Adam Smith
était professeur de philosophie morale. C'est la classe, surtout pour un pauvre prof de mathématiques comme moi, qui n'a jamais quitté les mathématiques de l'école primaire jusqu'à maintenant. Voilà, donc il était professeur de philosophie morale. Il n'avait pas fait les modèles, bien sûr, mais bon, c'était l'économie à l'époque. Hein. Et je donnais un autre exemple, Jean Tirole, notre dernier prix Nobel français, qui est à l'université de Toulouse et qui est un ancien polytechnicien. Donc Jean Tirole a passé toute sa carrière à étudier la théorie des organisations par le point de vue de la théorie des contrats. Donc c'est ce dont je vais vous parler, mais maintenant adapté à la situation des marchés. Hein. Ce phénomène de risque moral a aussi été largement débattu, notamment dans la presse, où on parlait de l'irresponsabilité des financiers, des traders, des méchants spéculateurs, etc., qui n'ont aucune moralité, qui cherchent qu'à maximiser leurs profits individuels. Donc voilà, on est en plein là-dedans. Comment est-ce que par le jeu des incitations, hein, c'est ça dont on va parler, comment est-ce que par le jeu des incitations, on va pouvoir réguler quelque chose, hein. Alors, des exemples. Là, j'ai mis 4 exemples. Ici, c'est une entreprise qui pollue l'atmosphère. S'il n'y a pas un prix de la pollution, ou s'il n'y a pas une pénalisation, s'il n'y a pas une régulation qui empêche l'entreprise de polluer, évidemment, ce qui va se passer, c'est que ça va être sans limite. Hein. De la même façon, ici, vous avez un conducteur fou. S'il n'y a pas de régulation, s'il est assuré à 100% et qu'il ne subit pas les dommages qu'il peut causer à autrui, vous imaginez ce qui peut se passer. Hein. Donc on est dans un problème de hasard moral, hein, de risque moral, justement, de risque moral. Ici, vous avez un employé qui bronze dans son bureau. Vous imaginez pourquoi? Ben voilà, c'est un employé de l'école polytechnique qui n'a pas reçu une prime de notre président Jacques Biot. Voilà, du coup, il va se retrouver à prendre du plaisir dans son bureau. Et enfin, ici, vous avez le spéculateur dont on a parlé tout à l'heure. S'il ne subit pas les dommages causés à la société, il va s'envoler avec la caisse. Donc, c'est toujours le même phénomène qu'on essaie de modéliser. Il faut que j'accélère. Alors, donc, dans ces exemples-là, il y a des réponses hein, dans la littérature économique. Les réponses existent et on les vit tous les jours dans notre quotidien. Pour le phénomène de la pollution, évidemment, il y a la régulation, la subvention par l'État, les marchés qui régulent ce marché, le marché du carbone qui ne fonctionne pas très bien d'ailleurs, semble-t-il, parce que ça n'arrange pas trop nos amis allemands. Et puis, dans le domaine de l'assurance, évidemment, on subit tous le bonus-malus. De l'incitation des employés, la rémunération variable, les stock options, tout ce qu'on entend. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est pas bien fait, hein? C'est la grande question. Et dans les risques financiers, évidemment, il y a une montée en puissance de la régulation ces dernières années. Ça a toujours existé, mais maintenant, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important et qui change énormément. Et puis, la rémunération variable pénalisant la prise de risque. Ça n'existe pas encore. Hein. Aujourd'hui, la rémunération, c'est plutôt proportionnel à ce qu'on rapporte. Alors, donc les mathématiques vont intervenir où? Justement, on va intervenir par, évidemment, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit rémunération variable, de quelle nature? À quel niveau, hein? Là, tout le champ reste, c'est là où arrivent les mathématiques. Comment quantifier tout ça? Comment donner à la fin, il faut un chiffre. Hein. À la fin, sur la fiche de paye de l'employé, si c'est un salarié qu'on veut motiver, ben, il faut qu'il reçoive un chiffre. Hein. Et donc, il faut atteindre le but. Donc, c'est là où les mathématiques interviennent. C'est quel mode, quel niveau de rémunération variable, quel niveau de bonus-malus. Hein. Il ne faut pas non plus faire fuir les assurés. Aujourd'hui, il y a la concurrence, bien sûr. Ils vont partir dans une autre compagnie. Quelle régulation adopter? Une fois qu'on a dit oui, il faut réguler le marché, maintenant, évidemment, on a tout le champ pour décider quelle est la nature de la régulation et à quel niveau il faut la mettre. Et enfin, pour la subvention, toujours les mêmes questions. Il faut quantifier tout ça et c'est là où intervient la modélisation et c'est là où interviennent les mathématiques. Bien, alors là, je n'ai pas résisté à faire un slide où il y a des équations, donc je m'en excuse d'avance. Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit lire ici? Vous avez S comme salaire. X, c'est sur quoi vous êtes jugé. C'est l'output. Vous êtes en charge de quelque chose et X, c'est ce que vous produisez.
Ça peut être vectoriel, hein. Ça peut être, vous avez un output à la fois ce que vous rapportez en argent, mais aussi sur capital humain, sur plein de choses. Hein. Donc l'output, et θ, qu'est-ce que c'est? θ, c'est votre effort. θ, c'est l'effort. θ, c'est un paramètre qui va modéliser l'effort. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous travaillez, vous avez un coût de votre effort. Hein. Évidemment, si vous n'êtes pas motivé, le coût de l'effort va faire que vous préférez vous lever à midi et aller faire un footing et aller faire la fête, et puis jamais vous allez travailler. Hein. C'est des modèles évidemment qui sont extrêmement simplistes, où on va prendre en compte les effets saillants. Hein. Donc vous n'aimez pas faire de l'effort par définition, donc vous avez un coût pour l'effort. Et la seule raison pour laquelle vous allez vous réveiller tôt et travailler, c'est que votre salaire est indexé sur votre performance. C'est une fonction de la performance. Et votre employeur, lui, il n'observe pas votre effort. Il va observer que votre performance, et donc il peut vous payer qu'en fonction de votre performance X. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle, pour le salarié, donc le salarié, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maximiser son effort, donc il va avoir une réponse optimale à la rémunération de son patron. Donc sa réponse optimale, c'est quel est l'effort optimal qu'il est prêt à fournir, étant donné ce qu'on lui paye et étant donné le coût de son effort. D'accord? Donc ça, c'est le problème d'optimisation. Maintenant, on est dans les maths. Hein. Et ensuite, l'investisseur, maintenant, donc là, je suis en train de décrire un problème de gestion de portefeuille. Donc ici, c'est le gestionnaire de portefeuille. Ici, c'est l'investisseur qui va payer le gestionnaire de portefeuille pour gérer son argent. L'investisseur, qu'est-ce qu'il va faire? L'investisseur, lui, il est vraiment intéressé dans la valeur du portefeuille après. Hein. Donc il va avoir un plus ici. Par contre, il doit payer le salaire qui est reçu par le gestionnaire de portefeuille. Et donc lui, il va chercher quel est le mode de rémunération optimal qui va faire que le gestionnaire de portefeuille va faire l'effort qu'il faut pour bien gérer son portefeuille. Hein? Alors, ce qu'on a montré dans ce genre d'application, c'est que non seulement il faut payer de façon, donc vous avez un salaire fixe, une partie variable qui est proportionnelle à la valeur du portefeuille, mais en plus, il faut rajouter une partie, la partie rouge, c'est la partie bêta fois ce qu'on appelle la variation quadratique de x. Et bien, c'est, alors, limite, ça vous rappelle des vieux souvenirs, hein, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut regarder la variabilité de votre production. Et donc ça, c'est un indicateur de risque. C'est-à-dire qu'il faut il faut pénaliser les agents qui prennent trop de risques. Et comment on va voir s'ils prennent trop de risques ou pas? On va regarder la variabilité de leur production. Il ne suffit pas de regarder uniquement leur production à un temps T donné, mais il faut regarder comment varie leur production, et ça, c'est le risque qu'ils font subir à autrui. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, je vais aller très très vite. Le deuxième exemple, c'est dans les marchés de l'énergie, de l'électricité. Plus précisément, on va être bientôt équipé de cet équipement qui s'appelle le Linky par EDF. Donc cet équipement, il fait quoi? Il nous permet de suivre notre consommation d'électricité en temps continu. Ça veut dire qu'on va pouvoir réguler notre consommation, mais ça permettra aussi à EDF de suivre notre consommation en continu. Et donc ça permettra à EDF de nous inciter à consommer à certaines plages horaires qui l'arrangent. Hein? Bien sûr, ça existe déjà aujourd'hui, hein, il y a les tarifs jour et nuit. Mais EDF pourra le faire de manière beaucoup plus fine. Donc ici, on va avoir des données en temps continu, on va pouvoir observer en temps continu la consommation et on va pouvoir inciter les consommateurs d'électricité à consommer d'une certaine façon qui arrange le producteur. Donc ici, vous avez quoi? Le S qui était le salaire tout à l'heure, maintenant ça devient la facture d'électricité que vous allez payer. Donc demain, la facture d'électricité que vous allez payer, elle va avoir la même nature que peut-être, hein, c'est ce qu'on essaie de convaincre, que pour réguler ce marché d'électricité, au lieu d'avoir des grosses batteries qui vont amortir des chocs de consommation, eh ben, on va décourager les gens à faire des chocs de consommation. Comment on va les décourager? En rajoutant quelque chose de supplémentaire dans la facture d'électricité. Non seulement vous payez une part fixe, une part variable en fonction de votre consommation, mais aussi vous allez être pénalisé si jamais vous avez une consommation qui s'écarte trop par rapport à un profil moyen. Donc voilà le genre de résultats qu'on peut obtenir en regardant l'interaction de ce type-là. Bon, alors, deux mots sur les mathématiques. J'ai parlé d'observation en temps continu. Ben, évidemment, ici, ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est mis à travailler sur ça, on a remarqué qu'en prenant le modèle en temps continu, ça paraît plus compliqué au départ parce qu'il y a plus de maths, mais en fait, ça simplifie énormément l'analyse et ça permet d'accéder à des résultats beaucoup plus explicites. Et ça, pour les gens qui se rappellent des maths,
c'est la force du calcul différentiel. Parce que quand on est en temps continu, on peut utiliser le calcul différentiel. Et le calcul différentiel, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça nous permet d'exprimer à travers les équations aux dérivées partielles des condensés d'informations extraordinaires. Ça, c'est bien connu, bien sûr, dans les sciences traditionnelles. Et effectivement, dans ce domaine-là, quand on s'est mis à travailler dessus, on a réalisé qu'il y avait des solutions assez simples qui ressortent de cette manière-là. Après, il y a le calcul numérique. On est typiquement dans des problèmes à grande dimension, parce que c'est des interactions sociales, donc on est typiquement dans des problèmes à grande dimension. Et ici, une fois qu'on a des équations des partielles, non seulement on a accès aux méthodes d'approximation numérique habituelles, traditionnelles, je dirais, donc les méthodes déterministes, mais aussi il y a un développement extraordinaire pendant ces dernières années des algorithmes stochastiques, c'est-à-dire les algorithmes basés sur la méthode dite de Monte-Carlo. Qu'est-ce que c'est que la méthode de Monte-Carlo? On va simuler et en gros moyenner. Et en fait, ça permet de rajouter énormément aux méthodes de calcul numérique. Bon voilà, bien sûr c'est pas fini, c'est que le début de cette aventure. Il y a énormément de problèmes ouverts. On parle beaucoup en ce moment de smart grids. Smart grids, c'est exactement des problèmes de ce type-là. Mais maintenant, c'est à l'échelle de villes où il y a énormément d'individus qui interagissent et qui ont des stratégies les uns envers les autres, qui répondent aux stratégies des autres. Et donc, comment comprendre tout ça? Donc, beaucoup de défis à relever par les mathématiques. Et typiquement, si on veut profiter du calcul différentiel, et ben là, c'est toujours pareil en mathématiques, on va chercher l'approximation en temps continu autant qu'on peut. Et là, l'approximation naturelle à l'échelle d'une ville, ça sera de dire que la dimension des agents est continue. Et du coup, on pourra faire du calcul différentiel non seulement dans la direction temporelle, mais aussi dans la direction des agents. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à Florence. Merci beaucoup.